Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu vlog où je vais parler de certains sujets. D'abord faire un petit bilan sur la chaîne qui existe depuis maintenant un petit bout de temps, même si j'ai pas été peut-être excessivement régulier dans mes productions, chose que je souhaite corriger pour l'avenir. Et dans un premier temps, je voulais surtout vous remercier pour vos commentaires. Vraiment, ça me fait très plaisir. Des commentaires vraiment assez élogieux parfois, hein, sur, principalement sur l'approche de Jung, parce que c'est les vidéos qui ont le plus de succès pour l'instant. Eh bien écoutez, c'est vraiment un plaisir et une joie de pouvoir partager avec vous ces connaissances. Voilà, mes explications visiblement sont assez claires. Voilà, des gens apprécient justement ça et je suis très content de pouvoir vous offrir ça et je compte vraiment continuer. Même si, comme vous l'avez compris, la chaîne Think Holistic n'est pas uniquement dédiée aux travaux de Carl Gustav Jung, mais elle en tient une part toute importante parce que, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, pour moi, Carl Gustav Jung a ouvert les portes, en fait, a balisé, entre guillemets, une voie de l'exploration du contenu de notre psyché. En tout cas, il a défini des concepts, des éléments qui nous permettent d'y voir un peu plus clair, même si ça reste que sa théorie, je veux dire. euh, Elle n'a pas comment dire, elle ne peut pas être exhaustive en soi, c'est pas possible, mais elle est hyper intéressante. La raison est aussi que Carl Gustav Jung, en fait, c'est une personne qui était assez ouverte d'esprit, qui s'est intéressée à énormément de sujets, qui était quand même quelqu'un de très érudit sur beaucoup de domaines. L'histoire, la mythologie, etc., etc. Vraiment, il a étudié beaucoup de sujets. Il a écrit notamment aussi des livres, bon, notamment sur la chimie, l'histoire des religions, mais également aussi sur le phénomène ovni, par exemple. Voilà, et qu'il a étudié d'un point de vue psychologique, qui est d'ailleurs assez intéressant. Carl Gustav Jung, ça a été aussi un précurseur dans tout ce qui est spiritualité, parce qu'en fait, il a été un des premiers à notamment étudier le Viking, grâce à son ami sinologue allemand Richard Wilhelm, qui est un des premiers sinologues, je crois même peut-être le premier, si je dis pas de bêtises, à avoir traduit donc du chinois le Viking, donc d'abord en allemand et puis après on a eu les traductions en français. Voilà, je suis en train de faire un petit suivi des hexagrammes du Viking en me basant notamment sur ce livre-là, sur mon compte Instagram, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Mais j'en parlerai aussi dans le cadre de la chaîne Think Holistic sur YouTube également. Donc voilà, et Carl Gustav Jung s'est intéressé à ça, au niveau du Viking, il a essayé de comprendre les correspondances qu'il pouvait y avoir sur les phénomènes de la psyché et le monde physique, donc ce qu'on appelle les synchronicités. Et voilà, son œuvre est très vaste en fait. Après, pour moi, d'un point de vue pratique, ou je dirais plutôt clinique, je me sens un peu plus proche, en fait, enfin, je me sens plus proche. Je serais plus dans, j'aimerais plus un peu plus le travail qu'a fait par exemple Alfred Adler. D'ailleurs, voilà, on a un petit peu un trio gagnant avec Freud, Jung et Adler. Et Adler, il est un peu moins connu parce qu'en fait, enfin un peu moins connu. J'exagère, mais il a pas une littérature aussi imposante que Jung, par exemple, qui a produit énormément, on veut dire, Jung, hein, c'est incroyable, hein, les livres. Rien que, par exemple, type psychologique, c'est un sacré pavé quand même, hein, vraiment, il en a noirci des pages, hein, vraiment, c'est impressionnant. Adler, c'est pas nécessairement son style, la lecture est un peu moins, parfois un peu plus lourde, on va dire ça comme ça. Pour autant, sur le fond, les idées sont super intéressantes. L'approche de l'individu sera comment dire, à baliser un petit peu ce qu'on appelle la psychologie positive. Lui, voilà, son idée, c'est pas tellement de bâtir une théorie, c'est d'abord de prendre en considération la personne telle qu'elle est, en fait. Alors ça paraît un petit peu comme ça, aller de soi, mais en fait, il faut savoir que le problème dans l'approche de la psychologie, en tout cas jusqu'à présent, d'après ce que j'en ai vu comme ça, mais c'est qu'en fait, on peut être amené à être trop fermé dans une espèce de cloisonnement théorique et de pas forcément en sortir et de pas prendre la personne d'abord telle qu'elle est en fait, sans forcément faire toujours des liens entre tel élément, telle théorie, tel principe, etc., etc. Bon, ça c'est plus le problème de l'analyse, je pense, mais
de façon générale, Adler, il était vraiment très humaniste en fait sur le fond. Alors attention, je suis pas en train de dire que les autres psychologues ou psychiatres ne l'étaient pas, mais il a vraiment fait un gros travail de fond là-dessus. C'était vraiment un éducateur, qui était quelqu'un de très populaire, quoi. Tandis que Jung, bon, il était aussi par certains côtés, mais c'était déjà un peu plus l'élite intellectuelle, en fait, quelque part. Vous voyez, bon, voilà, après, c'est vraiment faire des comparaisons, bon, c'est pas... Sur le fond, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est de prendre ce qu'il y a de bon dans chacune de ces théories et de l'explorer par soi-même et de se faire son propre avis, en fait, hein, voilà, hein. Donc, du coup, ben, je parlerai notamment aussi un petit peu d'Alfred Adler, de son histoire, et de ce qu'a apporté en fait ses travaux, parce que c'est vraiment intéressant, quoi, voilà. Donc pour revenir un petit peu au thème que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, bah, c'était entre guillemets un point qui me semble important dans notre processus de vie, euh, approche centrale, même quand on commence à s'intéresser aux travaux de Jung, c'est quand on commence à voir ce qu'est l'individuation, le processus d'individuation et la recherche de complétude en fait en soi et d'accomplissement, qui est un vaste sujet, mais qui est corrélé aussi avec la recherche du bonheur en fait. Tout ça est codépendant en fait de la réalisation de nos objectifs de vie en fait, ou de nos objectifs tout court, d'un point de vue professionnel, personnel, etc., etc. Et je trouve intéressant de pouvoir un petit peu en parler avec vous aujourd'hui parce que pourquoi en fait pourquoi en fait on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parfois, vous voyez? Ou plutôt pourquoi on n'a parfois pas l'impression de ne pas y arriver, alors qu'en fait on y arrive. Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, la problématique centrale, c'est que souvent on est focalisé sur notre objectif et il y a un côté un petit peu obsessionnel en fait qui se met en place et on peut manquer un petit peu de recul. Et c'est là tout l'intérêt et tout, on va dire, le sel qu'apporte l'approche holistique, c'est d'essayer justement de faire des liens et de garder un petit peu en tête un, un ensemble de repères qui nous permet le plus possible d'avoir cette vision globale, quoi. Voilà. Et donc, à travers cette approche holistique, comme certains l'ont déjà vu, moi j'ai fait un travail sur les 8 circuits de conscience, et le modèle des 8 circuits de conscience permet justement d'avoir un petit peu ces repères, et d'essayer de se dire par rapport à notre objectif, déjà, bah, est-ce que j'ai bien utilisé un petit peu toutes ces dimensions? Est-ce que je ne me suis pas focalisé sur qu'un aspect des choses et j'ai oublié un peu tout le reste? Par exemple, les 8 circuits de conscience, il y a une partie où justement on prend en considération le fait que le fonctionnement de notre intellect, donc la pensée, qui, pour faire un parallèle avec l'œuvre de Jung, ben, n'est qu'une des 4 fonctions psychologiques, et bien dans le cadre des 8 circuits de conscience, on va dire le processus analytique, intellectuel, est corrélé à un seul circuit. Mais ce circuit-là, il n'est pas central. C'est un circuit parmi les autres. Il a besoin de fonctionner en corrélation avec les autres. Mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop en sur-régime ou qu'il soit uniquement sollicité. Et pour contrebalancer le fonctionnement, on va dire, unilatéral de ce circuit, on a besoin d'utiliser d'autres facultés en nous qui sont plus en lien avec les facultés de perception, de conscience, qu'on acquit notamment quand on fait de la méditation pleine conscience, par exemple. Voilà. Ben, quand on a un objectif, généralement, on y pense et on se focalise dessus. Il y a vraiment un processus presque, comme je disais, de rumination par rapport à ça. Et ça devient presque une obsession. Et parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de te dire, bah, tiens, est-ce que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça? Ou autrement dit, est-ce que j'ai un peu activé, on va dire, donc du coup là c'est le 7e circuit, est-ce que j'ai un peu activé mon 7e circuit? Je vais mettre un petit peu en état de contemplation, je vais observer. Donc là on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, qui ne date pas d'hier, hein, parce que les moines bouddhistes pratiquent ça depuis un certain nombre d'années. Hein. Mais bon, c'est bien qu'on le redécouvre quand même. Hein. Et du coup, je vais essayer de percevoir, entre guillemets, de faire un bilan et juste d'observer les choses. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on a l'impression de ne pas avoir avancé, on a l'impression que notre objectif n'est pas réalisé, alors qu'en fait, on a avancé sur plein de choses, plein de plans qui sont hyper importants et qui sont concomitants à notre objectif. Alors effectivement, on n'a pas réussi à atteindre complètement cet objectif, mais on a travaillé sur tel aspect de nous, on a amélioré telle chose. Enfin, on se rend compte qu'en fait, bah, petit à petit, ah ben oui, finalement, j'ai avancé, j'ai progressé. Eh ben, ce processus-là de changement d'angle de vue, de perception,
il est possible uniquement si on sort justement de cet aspect ruminatif et cogitatif, on va dire ça comme ça, et si en fait on cherche un petit peu à favoriser en nous le vide mental, donc en clair de faire de la méditation, et d'essayer de percevoir les choses différemment, de changer notre angle de vue. Vous voyez, c'est comme si j'avais un peu la tête dans le guidon, vous voyez, comme ça, et au bout d'un moment je me pose, j'arrête, je lâche le guidon, et juste j'observe et je regarde le chemin que j'ai parcouru. J'observe juste. Et là on se rend compte qu'en fait on avance et on fait des progrès. Vous voyez, c'est une façon de voir à quel point on peut positiver en fait tout un parcours. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous manquer parfois, surtout quand on est focalisé sur des éléments précis et qu'on pense trop en fait à ce qu'on veut accomplir et à notre objectif. Donc ça peut être un premier aspect des choses. Alors je parle d'objectif, mais en fait, ce que je suis en train de dire, ça s'applique à plein de degrés. Hein, je veux dire, hein, c'est pas uniquement là dans la réalisation professionnelle ou personnelle, ça peut être vraiment aussi dans le cadre d'un loisir. Enfin, c'est vraiment une règle générale. Souvent, on a tendance à trop cogiter, à trop être fermé en fait, à trop penser. Et on a besoin parfois de se déconnecter un petit peu et de prendre du recul, de faire le vide mental et d'observer. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est pas quelque chose qui est peut-être pas complètement inné en nous, quoique, mais on peut le travailler et on peut le développer. Et bien là, dans le cadre des modèles des 8 circuits, en fait, c'est comme si je vous disais, arrêtons de nous focaliser sur la pensée et l'intellect, et on va faire un peu de méditation. On va essayer un petit peu d'activer d'autres circuits en nous, en fait. Et bien ça va avoir un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Dans le cadre de la cogitation, de la rumination incessante, on parle de l'activité du cerveau limbique, et quand on commence à être dans la perception, la méditation, donc ce genre de domaine-là, on est plus sur l'activation de la zone préfrontale. Voilà. Bon, ça, c'est pour faire un petit parallèle, on va dire, scientifique. Mais c'est des éléments, des choses que les bouddhistes ont vraiment approfondies et qu'on devrait vraiment garder en tête et mettre en application. Donc ça, c'est un premier aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est justement dans le cadre de ce travail holistique, c'est est-ce que je n'ai pas besoin de redéfinir un peu mon objectif? Est-ce que mon objectif est bien en lien avec toutes les dimensions qui me composent? Et ça, encore une fois, dans le cadre du travail holistique, ce que je veux dire, c'est que on a beau, par exemple, avoir mis un plan de remise en forme pour nous, on veut dire avec, voilà, on a envie de se remettre d'appoint, de faire plus d'activité physique, ou pas forcément, enfin bref, on s'est mis en place un protocole, un nouveau protocole, un nouveau rythme de vie, et il suffit qu'il y ait un élément qu'on n'ait pas pris en considération dans cette totalité-là des 8 circuits, et bien cet élément-là peut faire vraiment, peut vraiment fragiliser tout le reste en fait. C'est un problème. Donc, par exemple, si vous êtes fixé un objectif de réalisation professionnelle, intensive, de plus de travail, mais que finalement ça vous amène à surcharger tous les autres circuits et à, à oublier de se préoccuper de le premier circuit qui est le circuit racine, donc qui correspond au repos, à la détente, au relâchement, vraiment à l'aspect cocooning, eh bien ça peut poser problème. Ça fait qu'au bout d'un moment, en fait, vous n'allez pas atteindre votre objectif parce qu'en fait, vous avez dans cet objectif-là, vous n'avez pas pris en compte cette dimension-là. Ou inversement, l'autre exemple, un objectif de vie qui n'a pas pris en considération l'aspect social, l'aspect culturel, la dimension du quatrième circuit. Il suffit par exemple d'avoir un élément perturbateur qui vient de notre travail, ou qui peut parfois venir de notre entourage, eh bien, la dynamique qu'on a voulu mettre en place peut être complètement chamboulée. Et parfois, ça peut venir même d'un peu plus haut au niveau de ce quatrième circuit. On peut même y inclure la société en général, la culture, même le gouvernement, tiens, allons-y, pourquoi pas. Voilà, non, c'est pas une blague, mais c'est vraiment pour dire que il faut prendre tout ça en considération. Et l'important, c'est parfois aussi de peut-être se dire mon objectif, je vais peut-être un petit peu le redéfinir et je vais essayer d'y inclure quand même un peu plus de choses. Et de toute façon, ça fait partie du processus d'individuation, hein, comme l'expliquait Jung, c'est-à-dire que on a besoin de prendre en compte tous les aspects qui nous composent, et cette prise en compte peut prendre du temps, parce qu'il y a énormément de choses, il faut que le contenu et le temps
comment dire, de surgir dans notre inconscient, qui soit assimilé à la conscience, etc., etc. Donc c'est vraiment un processus alchimique qui prend du temps. Qui prend du temps, mais ça ne veut pas forcément dire que, comme je vous ai dit auparavant, on n'a pas déjà en fait avancé et le fait d'être déjà sur cette voie de transformation et de changement, c'est déjà peut-être ce qui est le plus important. Donc on a d'un côté changement de point de vue, on a d'un autre côté redéfinition de, voilà, du point de vue, on a aussi le côté relativisation du point de vue, et après il y a aussi un dernier aspect, c'est tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut dire en les résistances, et parfois des choses qu'on ne veut pas forcément savoir nous-mêmes, quoi. Du style, est-ce que j'ai vraiment, 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 vraiment envie de le faire, en fait? En quoi ma situation est plus confortable que la réalisation de l'objectif? Ça peut être un peu retors, mais c'est possible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait des espèces de programmes en nous qui allaient à contre-courant de ce qu'on veut faire. Et ça fait vraiment partie de tout ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Et là, on revient, vous voyez, à un des concepts dont parlait Jung. C'est justement ça, c'est qu'en fait, on a une espèce de face cachée de nous-mêmes, une ombre, et au bout d'un moment, dans ce processus de prise de conscience et de travail sur nous, on va forcément être confronté à ça. C'est pas forcément agréable non plus, c'est pas super facile, mais ça fait partie du chemin et de la voie de l'accomplissement. De toute façon, euh, tant qu'on n'a pas compris en fait que l'aspect duel du monde est aussi également en nous, euh, tout ça va être un peu faussé, quoi. Ça va créer des incompréhensions et ça va créer des déséquilibres. Et vu qu'on est vraiment dans cette recherche de justesse et d'harmonie, eh bien, il faut qu'on puisse élargir notre spectre et prendre en considération le côté un peu plus caché, le côté un peu plus sombre. Alors par côté sombre, moi j'entends pas non plus quelque chose de forcément, euh, comment dire, très glauque en soi. Voilà, on n'est pas forcément dans une espèce d'imaginaire très morbide en fait de ce côté sombre. Non, 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 ça peut être simplement, je pense plutôt à des choses du style qu'en fait, on a une part de nous qui a peut-être pas forcément envie d'y arriver justement à cet objectif, comme je disais, ou une part de nous qui en fait, bah, en fait, elle est plutôt bien là, telle qu'elle est actuellement. Elle n'a pas vraiment envie d'y arriver, mais bon, en même temps, elle a besoin aussi un petit peu voilà, de rêver, quoi, d'avoir ça. Mais en fait, il y a encore il y a encore des choses qui bloquent. Ou alors, justement, dans les choses qui bloquent, ça peut être une part d'ombre en lien aussi avec l'inconscient familial ou des choses qu'on n'a pas encore complètement réglées. Donc, disons que c'est un concept qui rejoint tout ça. C'est pas forcément quand on entend l'ombre ou la partie sombre de nous-mêmes, c'est pas forcément, je veux dire, des perversions, des choses comme ça, hein. Bon, voilà. Bien que je pense qu'effectivement, il peut y avoir de ça, mais on en est loin de là. Et d'ailleurs, moi, je pense que ce qui a porté et ce qui porte toujours beaucoup de tort en fait à la psychologie aujourd'hui, c'est notamment à travers toute la théorie freudienne et cette hyper focalisation sur la sexualité, sur les pulsions, des choses comme ça. Moi je pense qu'il faut fortement le relativiser en fait, hein, et replacer aussi toutes ces théories-là dans un contexte culturel, voilà. Là où justement il y a eu scission entre Jung et Freud, c'est que justement Jung s'est détaché, enfin, quand il s'est détaché, quand il n'a plus accepté le fait que l'énergie psychique était forcément libidinale dans le sens sexuel, quoi. Voilà. C'est là où justement il y a une scission avec Freud. Jung il disait bah non, pas forcément. Et je pense qu'il a entièrement raison. Ça veut pas dire que l'énergie sexuelle a pas un rôle hyper important, mais elle n'est pas la seule en fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que moi ce qui m'a vraiment, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais bon, je suis dans le cadre d'un vlog, donc on discute. Moi ce qui m'a vraiment interpellé au début quand j'ai commencé à lire Freud, il y a très très longtemps, hein, juste avant de commencer mes études à l'université. D'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pas poursuivi, parce qu'en fait je me retrouvais pas du tout là-dedans en fait, hein, mais pas du tout. C'est j'ai commencé à lire Freud, en même temps je m'intéressais à la spiritualité orientale, je m'intéressais à la méditation, et je me disais, mais alors, toutes ces théories du refoulement, tout ça, la sublimation, les mécanismes de défense, ok, c'est bien, mais alors, comment dans ce cadre-là, on peut l'appliquer par exemple à des moines bouddhistes? C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à sublimer leur énergie sexuelle en fait, par la méditation. Enfin,
alors peut-être qu'il y en a qui vont m'expliquer, me dire, mais oui, oui, bien sûr, ou trouver notre explication. Bon, dans ces cas-là, je suis ouvert à... Et puis, voilà, ok, peut-être, mais moi, je trouve ça hyper bancal. Pour moi, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est comme si on a... en fait, à travers l'œuvre de Freud, on se focalise sur une partie du psychisme avec une forme de réalité, certes, mais cette réalité-là n'est pas représentative de la totalité, en fait. C'est un peu ça que disait Jung. Il disait, mais non, mais moi, en gros, il n'avait pas envie de rester tout le temps enfermé là-dedans. Lui, il avait besoin de respirer un petit peu, surtout qu'il s'intéressait, comme je vous ai dit, à plein d'autres sujets. Et si on ramène tout le temps ça à l'énergie sexuelle et au refoulé, au mécanisme de défense, on n'en finit plus. D'ailleurs, même mécanisme de défense. Moi, c'est toujours un terme qui m'interpelle. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de mécanisme de défense, mais pourquoi appeler ça mécanisme de... Attends, pourquoi appeler ça de défense? C'est comme si on avait besoin de se défendre tout le temps. Il y a quand même un truc de dingue dans cette thérapie, quoi, vraiment. Il y a quand même un truc malsain. Ça me fait penser un petit peu à la médecine allopathique, où vraiment, ouais, il faut se défendre des méchants virus. Là, il faut se défendre des pulsions du ça, et en même temps, il y a le surmoi, machin. Waouh! Quand on prend ça, on se dit, mais comment vous voulez qu'on se sente bien dans tout ça? À travers une analyse qu'on va faire pendant des mois, voire des années, qui va nous coûter je sais pas combien, et bon. Franchement, pour moi, il est clair qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, il faut sortir un petit peu trop de notre intellect, il faut comprendre que la psyché est pas uniquement réduite à l'activité sexuelle, il y a tous ces mécanismes de défense, et heureusement d'ailleurs. Voilà, qu'il y ait des mécanismes de défense, certes, mais il n'y a pas que ça. Ou alors, je sais pas, il faudrait les appeler différemment, peut-être, j'en sais rien. Bon, voilà. Bon, pour revenir un petit peu donc à nos objectifs, bah, justement, il faut prendre en considération un petit peu cet aspect, un petit peu notre ombre, voilà. Et c'est parce qu'il peut y avoir des résistances et des blocages à ce niveau-là, qui peuvent venir de nous, en fait, aussi. Et c'est là où, justement, en fait, c'est le travail sur l'ombre et le cheminement dans cette voie-là est assez complexe, parce que on peut être notre propre ennemi, en fait. Et on peut justement, bon là on va rentrer dans le cadre des projections, voilà, on peut justement croire et s'imaginer qu'en fait le blocage vient de l'extérieur, quand en fait c'est nous-mêmes en fait qui nous auto-bloquons. Mais parfois il peut aussi y avoir des deux, et voilà, et d'où le fait justement à travers l'utilisation de ces différents circuits, on puisse activer chacun d'eux, et pour chacun d'eux, entre guillemets, utiliser nos ressources pour avoir cette vue d'ensemble, comprendre les différentes causes, et après, en fait, le résultat, il va pas dépendre de nous, en fait. La réalisation de notre objectif, c'est comme si, en fait, elle passait pas par notre pensée, par notre intellect, ce qu'on appelle le moi-je. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient tout seul, ça va venir comme ça, quoi. Paf, c'est un peu toute la magie, entre guillemets, donc du 8e circuit, quoi, le circuit quantique, qui est vraiment au-delà qui ouvre la porte à ce qu'il y a au-delà de tout ça. Et ça va avoir forcément un côté surprenant. Et ça va venir, j'ai envie de dire, naturellement, en fait. Comme le processus d'individuation dont parlait Jung, quand il explique ça, en fait, et qu'il en parle, en fait, on comprend que c'est un processus qui est naturel, qui fait partie, en fait, de notre psyché, de notre âme, et qu'il faut favoriser, mais on peut pas le forcer, en fait, à venir. Et bien là, c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, votre objectif, au bout d'un moment, ben, il faut l'oublier. On le définit, on essaie de bien de bien mettre en place le cadre, entre guillemets, et de voir qu'il englobe bien toutes nos dimensions et qu'il est assez cohérent, mais au bout d'un moment, en fait, on l'oublie, en fait. Et je vais prendre une image. Dans les arts martiaux, l'art japonais du tir à l'arc, le Kyudo, quand ils tirent à l'arc, ils visent pas vraiment, en fait. Ça qui est incroyable. C'est pas avec leur mental, en fait. Ils sont dans un état, justement, de vide mental. C'est ça qui est fou, quand ils expliquent ça, on a l'impression, ah oui, en fait, la flèche, elle part toute seule, quoi. C'est incroyable, mais c'est ça. Et les gens qui font du tir à l'arc comme ça, ils vont vous dire que quand je suis pas aligné avec moi-même, eh ben, je mets tout le temps à côté. Et tant que j'ai pas fait cette espèce d'alignement avec moi-même, parce que j'ai pas retrouvé ma paix intérieure, ben, j'ai beau forcer, je vais pas mettre au centre, quoi.
C'est un truc de dingue, hein. Ça veut dire que c'est un très bon exemple pour dire que justement, cette réalisation se passe de façon spontanée. Quand on met en place les conditions physiques, biologiques, mentales, émotionnelles, sociales, eh bien, on va favoriser la manifestation de cette force en nous qui est auto-créatrice. Il y a presque un côté un peu, j'ai envie de dire, divin, magique presque, vous voyez. C'est la conscience en nous qui s'exprime spontanément. Mais c'est pas notre conscience quotidienne, c'est un autre état de conscience en fait. Et dans le Kudo, c'est exactement ça en fait. C'est la flash, elle part d'elle-même, et puis quand les choses sont vraiment en alignement et que euh, tout est en harmonie, paf, elle arrive au centre, quoi. Elle arrive au centre. Voilà. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve donc aussi en Chine avec le Wu Wei, en fait. L'état vraiment de non-agir. C'est-à-dire, je veux une chose, je me focalise et après j'oublie. Mais je la fais quand même. Vous voyez, c'est fou, hein, mais c'est tout un paradoxe. Et justement, pour refaire un parallèle à ce que j'ai dit au début, c'est que le problème, c'est que si on reste trop focalisé dans notre intellect et que si on est trop dans la cogitation et qu'on ne prend pas suffisamment de recul et pour déconstruire un petit peu ce dialogue intérieur, on va pas nécessairement favoriser l'apparition de ça, quoi. Voilà. Et ça, ce qui peut donc du coup aider aussi, parfois, c'est passer par le corps, hein. Là, j'ai pris un exemple des arts martiaux parce que justement, c'est un exemple hyper parlant. C'est que c'est en passant par le corps que visiblement l'action se passe en fait. Donc il y a quand même un phénomène énergétique lié au corps qui conditionne en fait tout ça. Voilà, et moi j'ai expérimenté aussi, notamment quand j'ai fait de l'aïkido, où de base en l'aïkido il y a quand même cette recherche énergétique comme ça, et où à un moment j'ai vraiment clairement senti que ça partait vraiment du ventre, vous voyez. Bah, le geste il est parti du ventre, et je me souviens que la personne s'est retrouvée par terre, elle n'a pas compris. Et moi en fait j'ai fait le mouvement, mais j'ai pas réfléchi, c'est venu, voilà. Et ça c'est parce que justement, qu'est-ce qui se passe dans les arts martiaux? On répète, on répète, on répète, on s'entraîne, on répète, on répète, on répète les mêmes gestes. Les arts martiaux ou d'autres sports, hein. Et après en fait quand on le fait, on ne pense pas en fait. On ne pense pas le geste il vient de lui-même en fait. C'est autre chose qui passe en nous. C'est une autre intelligence, c'est une autre. Alors la conscience, on peut parler de la conscience du corps, oui, ça en fait partie. Mais je pense qu'en fait, c'est l'alliance entre ce qu'on appelle le corps et l'esprit. Ou plutôt la psyché et la matière en fait. Si tant est qu'on puisse vraiment faire une séparation comme ça. Alors on le fait parce qu'au bout d'un moment on a besoin de mots pour exprimer les choses, mais comme vous l'avez compris, le problème de l'intellect, c'est que à la fois on en a besoin pour expliquer, pour essayer de théoriser des choses, à la fois de toute façon, de base, les mots et l'intellect, ils sont par essence limités. Comme dirait Gautama Buddha, enfin, comme diraient les bouddhistes de façon générale, en fait, les mots par essence sont conditionnés en fait. Tout ce qui est de l'ordre de la manifestation physique est conditionné. Et le conditionné ne peut pas expliquer l'inconditionné. Et là, forcément, quand on dit ça à quelqu'un qui vit dans l'intellect et qui a grandi dans le cogito ergo sum, voilà, et qui pense qu'il faut penser tout le temps, et que voilà, c'est un gros choc. Et oui. Et oui, c'est ça. Mais on passe notre vie à travailler sur ces dimensions-là, sur ces 8 circuits. Malheureusement, les conditions actuelles dans notre société ne favorisent pas ça parce qu'on ne se focalise pas sur cet aspect-là, pour d'autres raisons qui sont en lien avec notre culture et l'aspect social. Mais de façon générale, en fait, on passe par ces étapes-là, quoi. Voilà. Mais ça peut expliquer parfois, il y a des gens qui sentent des vides, qui sont seuls dans leur vie, qui sont pas bien, qui sont dépressifs. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais ça peut expliquer, quoi. Et pour revenir un petit peu à cette notion de justesse, la justesse est fondamentale. Parce que on a besoin de trouver tout le temps un équilibre et d'éviter de tomber dans les extrêmes. Le problème de trop, par exemple, faire d'énergétique, on peut être trop amené à faire cette pratique-là, d'aller trop loin, de pousser, on va dire, notre auto-vibrateur de façon trop élevée. Et quand on va se confronter à des gens qui ne sont pas du tout là-dedans,
oh, ça va faire bizarre, hein. On va avoir l'impression de parler à des extraterrestres, ou vice-versa, ils vont avoir l'impression de, ils vont avoir l'impression de parler à des extraterrestres. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette notion-là, holistique, cette espèce de capacité à faire du lien entre toutes ces dimensions-là, ça c'est vraiment le propre, entre guillemets, de ce modèle des 8 circuits de conscience, et le propre vraiment du travail holistique. C'est-à-dire la possibilité de se dire, d'aller effectivement dans des états de conscience modifiés, d'aller effectivement faire du chamanisme de façon très avancée, et au bout d'un moment d'être capable de fermer la porte, et j'exagère un petit peu, hein, mais de descendre aller boire une bière avec les potes au bar du coin, quoi. C'est ça. C'est ça qui peut paraître complètement fou, mais en fait, c'est tout l'intérêt, en fait, de ce travail de prise de conscience, de ce travail d'individuation, c'est de faire la réunification des opposés, en fait, hein. C'est typiquement, ça rejoint un peu ça, quoi, hein. Pour prendre un aspect, donc là, en lien avec l'alchimie, et notamment ce dont Jung a parlé. C'est vraiment la réunification des opposés, quoi. Et comme disait Jung, voilà, un individu complet, il n'est pas parfait, ça veut rien dire d'être parfait. Mais puis ça n'existe pas la perfection. Mais il est capable, le plus possible, de s'adapter et d'utiliser les bonnes fonctions psychologiques quand il le faut, et de se mettre en osmose en fait avec les personnes qu'il a en face de lui, par exemple. Parce que le plus important dans ce processus d'individuation et dans notre réalisation individuelle, c'est aussi par rapport aux autres, en fait, tout simplement. Parce qu'on est des individus sociaux et que, en fait, en tant que groupe, nous formons, en fait, nous formons un être vivant, hein. Mais la recherche de justesse et du juste milieu est vraiment hyper importante, et on est malheureusement encore dans une société, dans une culture où on ne l'a pas vraiment intégrée. Trop souvent, moi, j'ai vu des gens qui s'intéressent au chamanisme, à l'énergétique, à tout ça, mais qui partent trop loin, en fait. Qui partent trop loin, et la problématique, c'est d'amener des gens avec eux, en fait. Et le problème aussi d'amener des gens avec eux, c'est quelque part d'enfermer après les gens dans une forme de bulle, en fait, et ouais, de tromper, entre guillemets, un petit peu. Alors, je dis pas forcément que ça part d'une mauvaise intention, parce que je pense que de base, tout le monde a des bonnes intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Dans un certain sens. Voilà, même quelqu'un qui dit qu'il va avoir de mauvaises intentions, si je faisais de la philosophie un peu platonicienne, voilà, si je me prenais comme Socrate, on pourrait jouer, entre guillemets, sur tout ça pour comprendre qu'en fait, même en faisant du mal, quelque part, peut-être que tu fais du bien à un certain degré, mais tu t'en rends pas compte. Bon, bref. Mais ça, on va pas aller jusque-là, mais quoique. Et c'est important en tout cas de prendre en considération cet aspect-là. C'est que de toute façon, dans cette recherche de justesse, il va falloir être dans un équilibre en soi et d'essayer d'être vraiment le plus intègre possible. Et ça, encore une fois, on peut y arriver, plus ou moins bien, mais on peut essayer en tout cas d'y arriver, ce qui est déjà très bien, seulement si on se confronte à notre ombre. Mais quand on n'est pas dans cette recherche de justesse et quand on fait par exemple trop d'énergétique, ou je vais prendre le cas du Reiki, quand on fait trop du Reiki et qu'on cherche toujours à canaliser l'énergie lumineuse ou ça machin, ben en fait on peut carrément oublier l'énergie sombre et ce qui est caché entre guillemets, mais qui est très important en fait. Et, et ça je pense que ça peut amener des personnes entre guillemets à se tromper et à rester enfermés dans des conceptions aussi séduisantes soient-elles toute leur vie. De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand c'est trop manichéen et trop simple, c'est forcément un peu loin de la réalité. C'est-à-dire, la réalité est toujours subtile et toujours nuancée. Elle nous demande toujours de souffler, entre guillemets, le chaud et le froid, quoi. Je veux dire, d'essayer vraiment de trouver cette justesse. Et de fait, elle n'est pas forcément facile à expliquer, parce que on va pas avoir un avis tranché, quoi. Je veux dire, on va avoir quand même on va être amené à aller vers des espèces de conclusions, mais ces conclusions ne sont pas forcément nécessairement complètement tranchées. Tout ça pour dire que, en soi, il n'y a rien de fondamentalement mauvais, ou même voilà, il n'y a rien de, y a pas d'expérience qui puisse ne pas être utile et intéressante. Donc quand je parle d'être dans des extrêmes, en fait, il y a peut-être aussi des gens qui ont besoin d'expérimenter ça dans leur vie.
parce que peut-être qu'en fait, ils ont fait ce choix-là, il y a aussi un libre arbitre, et ça leur fait du bien, et, ou pas, parce que parfois, en fait, ils vont se faire du mal, mais en fait, quelque part, ça va leur faire du bien aussi. Je reviens, moi. Mais ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est, parfois, on a besoin d'être un petit peu dans des états de déséquilibre pour revenir après, peut-être plus tard, à un état d'équilibre. Ce processus d'individuation, il prend en compte ça, en fait. C'est pour ça aussi que, par rapport à la psychologie jungienne, bah, j'ai toujours trouvé difficile de voir comment, dans un cadre d'accompagnement pour quelqu'un, enfin, moi, j'arrive pas à voir, par exemple, faire une démarche analytique, ça m'intéresse pas, en fait. J'irai pas forcément. Par contre, travailler plus sur des objectifs précis, un peu en mode thérapie brève, donc ce que je propose, voilà, mais aussi, euh, comment dire, avec une action limitée dans le temps sur des choses précises, ça oui. Par contre, commencer à travailler sur les symboles, sur notre inconscient, dans le sens, sur les figures de notre inconscient, sur notre globalité, bah en fait, là, ça, c'est dans notre vie, en fait, qu'il faut le faire. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas utile d'aller voir des analystes. Attention, loin de là. Non, non, ça peut, si ça, vous pensez que c'est bien pour vous. Dans ces cas-là, tant mieux, faites-le. Mais je pense que il faut pas résumer entre guillemets le travail, la totalité sur la totalité de nous-mêmes, sur uniquement un aspect des choses. C'est dans notre vie, dans notre quotidien qu'il faut le mettre en application. Et il faut pas vraiment se cantonner à un certain nombre de choses. En tout cas, moi, c'est ce que je pense en fait. C'est toute la force du travail holistique. Ce qui fait qu'on est en train de changer l'état de conscience par rapport à tout ça, c'est justement, on ouvre notre horizon. Alors, forcément, bah, comme ça peut paraître un peu confus, surtout on a été habitué à avoir des choses bien déterminées, bien balisées, du style quand on parle de psychologie, ben voilà, on parle que de psychologie, il faut pas inclure d'autres choses parce que sinon ça casse le message ou voilà, non, on peut pas parler de tel autre sujet et faire des liens avec tel autre sujet. Ben justement, la force c'est quand on fait des liens. C'est quand on a la capacité de faire des liens que justement, je pense qu'il se passe quelque chose dans notre cerveau et dans notre psyché et qu'il y a des choses qui se déclenchent dans notre vie. Et moi, en tout cas, je trouve ça beau, quoi, voilà. Pour rester sur une note positive à la fin, je trouve ça intéressant. Et pour revenir et conclure par rapport à nos objectifs, bah en fait, il y a un peu de tout ça, quoi. C'est-à-dire, on a besoin de se fixer une direction. Parfois, on a besoin de se poser, de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru, de dire, ouais, quand même, finalement, c'est pas si mal, quoi. C'est bien déjà, tout ce que j'ai fait et tout, j'ai bien progressé. Parfois, on a besoin aussi de se dire, bah, ton objectif, non, mais attends, mais non, mais en fait, je veux faire ça, mais il faut aussi que je prenne en considération ça, tout ça, machin. Donc, mon objectif, je vais un petit peu le compléter, mieux l'élaborer. Je vais aussi le relativiser un peu, parce que ça peut être un idéal, en fait, un objectif. Et un idéal, par principe, bah, il va pas se manifester comme on le veut concrètement, vous voyez. Donc, déjà, je fais un peu de lâcher prise par rapport à mon objectif. Et puis après, finalement, à la fin, je le fais sans le faire. Et là, c'est tout le paradoxe. Voilà. Je le fais sans le faire. Ouais, c'est ça. Enfin, disons qu'en fait, c'est comme si je vous disais, il faut le faire, mais dans un autre état de conscience. Et parfois, le fait, justement, de rien faire, on va travailler dessus. C'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, voilà, on en parle souvent aujourd'hui, c'est le cerveau a besoin parfois de rien faire, ou de faire des choses qui ne sont pas inutiles et pas productives, mais quelque part, il y a des choses qui se passent dans notre inconscient, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est pour ça aussi, je pense que quelque part, il faut pas trop se prendre la tête, en fait. C'est ça le truc. Faut pas trop se prendre la tête. Bah, pour moi, tout l'intérêt, justement, de l'approche holistique et causaliste comme ça, c'est de prendre en considération tous ces aspects-là, d'essayer un petit peu avec les outils qu'on a, voilà, le temps, la disponibilité, d'activer chacune de ces dimensions en nous. Et après, il faut pas non plus trop se mettre la pression, et il faut aussi lécher, pardon, excusez-moi. Il faut aussi laisser les choses se faire naturellement, en fait. Voilà, spontanément. Et ça, il n'y a que nous, de toute façon, qui puissions y arriver, hein, voilà. Donc c'est vraiment tout un programme, en fait, hein. Tout un programme de vie et toute une aventure. Bah, c'est ça, en fait. C'est l'aventure dont vous êtes le héros, voilà. Et votre quotidien, d'ailleurs, enfin notre quotidien, c'est comme ça, c'est une aventure, en fait, hein. C'est pour ça que, justement, les films, les séries, le parcours du héros, entre guillemets, ou de l'héroïne, hein, bon, euh,
et nous parle en fait, hein, parce que ça fait résonner des choses par rapport au contenu de notre inconscient. Ça, c'est un truc qu'avait analysé Jung, notamment, à l'époque, hein. C'est que vraiment, il y a une espèce d'osmose qui se crée, en fait. Voilà. Donc, du coup, l'exploration de tout ça, effectivement, c'est pas simple, c'est exigeant, mais c'est vraiment, en tout cas, passionnant, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je suis toujours intéressé par tous ces sujets et je continue à apprendre constamment. C'est pour ça que bah, j'ai creusé différents aspects et que je me focalise pas uniquement sur la théorie de Jung, sur la psychologie, mais notamment l'énergétique, le chamanisme, la naturopathie, la santé par les plantes, l'hygiène de vie et tout ça, quoi. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment on a besoin d'avoir une espèce de panel et de s'intéresser à différentes choses pour essayer d'avoir le plus possible une vie ensemble, quoi. Voilà, le plus possible. Voilà. Bah écoutez, c'était vraiment un grand plaisir de refaire cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de thèmes ou des points que vous souhaiteriez que je développe ou que je précise dans une prochaine vidéo, de le mettre en commentaire. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.